Merci. Alors moi aussi, j'ai un petit peu modifié le titre et j'ai enlevé, la dernière partie. Donc moi, je vais vous parler en fait de la souffrance et dans le cadre, l'illustration de la souffrance dans les maladies neurodégénératives, en essayant d'identifier, la vraie question, c'est de savoir ou d'essayer d'identifier quels sont les facteurs qui peuvent générer de la souffrance dans les maladies neurodégénératives. Alors, je me suis posé la question de savoir comment, on pouvait essayer d'évaluer la souffrance dans les maladies neurodégénératives. Alors, il n'y a pas énormément de littérature dessus, et donc j'ai choisi de partir de la qualité de vie. En fait, pour évaluer, un des moyens d'évaluer la souffrance ou la douleur psychologique, c'est d'évaluer le retentissement de la maladie sur la vie quotidienne, c'est-à-dire la qualité de vie. Alors la qualité de vie, très brièvement, il y a des échelles généralistes, c'est-à-dire ce sont des échelles de qualité de vie qui permettent de mesurer la qualité de vie dans différentes pathologies ou même dans la population générale. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de comparer la qualité de vie dans plusieurs pathologies et par rapport à la population générale. Et puis, il y a des échelles de qualité de vie qui sont beaucoup plus spécifiques de maladies. Et il existe, par exemple, des échelles de qualité de vie spécifiques à la maladie de Parkinson, spécifiques à la sclérose en plaques et spécifiques à la démence de type Alzheimer. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'il existe une altération de la qualité de vie dans ces maladies neurodégénératives ? Ben, clairement, oui. Donc, il existe une altération de la qualité de vie dans la maladie de Parkinson. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite au Royaume-Uni. Ici, vous avez la qualité de vie dans la population générale. Et ici, vous avez la qualité de vie chez des personnes atteintes de maladie de Parkinson. Plus le score est élevé, et meilleure est la qualité de vie. Et cette qualité de vie, elle est mesurée ici avec une échelle généraliste, qui est la SF36, qui comprend 8 dimensions. Et donc, vous pouvez voir que dans les 8 dimensions, les personnes atteintes de maladie de Parkinson présentent une altération de la qualité de vie par rapport à la population générale. Et si on regarde quels sont les domaines qui sont le plus atteints, où la qualité de vie est la moins bonne, eh bien, en fait, c'est dans ces deux domaines qui reflètent les domaines physiques, également ici, qui reflètent l'état émotionnel de la personne. Qu'en est-il dans la sclérose en plaques ? Ben, vous avez le même type de schéma. Ici, la qualité de vie dans la population générale. Ici, la qualité de vie chez des patients atteints de sclérose en plaques. Là aussi, vous voyez que dans les 8 domaines, dans les 8 dimensions, il existe une altération de la qualité de vie par rapport à la population générale. Et là aussi, si on compare les deux, sclérose en plaques et population générale, on voit que l'altération, la différence la plus importante se situe pareil dans les domaines qui mesurent la motricité. Et ici, alors là, c'est pas le domaine émotionnel, mais c'est le dysfonctionnement social. Donc, dans la sclérose en plaques, il y a un dysfonctionnement social qui altère beaucoup la qualité de vie par rapport à la population générale. Alors maintenant, si on compare maladie de Parkinson et sclérose en plaques, est-ce qu'il y en a une qui va altérer plus la qualité de vie, qui va générer plus de souffrance que l'autre ? Eh bien, a priori, non. C'est la même chose dans les deux. C'est-à-dire que vous voyez que si on compare la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, en termes de qualité de vie, ben c'est à peu près la même chose. Il y a une altération similaire dans tous les domaines, sauf peut-être pour 2 domaines, où dans le domaine physique, eh bien, il semble que l'altération, la souffrance soit plus importante pour la sclérose en plaques. Et dans le domaine émotionnel, eh bien, là, il semble que la souffrance soit plus importante dans la maladie de Parkinson. Excusez-moi, je ne comprends pas ce que veut dire dysfonctionnement social. C'est-à-dire modification du fonctionnement social, interactions sociales qui sont perturbées. Voilà. Alors, la troisième maladie neurodégénérative dont je voulais parler, c'était bien entendu la maladie d'Alzheimer ou les démences. Alors là, bien entendu, la problématique, c'est que c'est drôlement difficile de mesurer la qualité de vie chez les patients qui présentent une démence. Et donc, très souvent, on va mesurer la qualité de vie préférentiellement chez les aidants, le conjoint, les enfants, etc. Alors moi, j'ai choisi de regarder chez le patient atteint de maladie d'Alzheimer et pas chez l'aidant. Alors, chez le patient atteint de maladie d'Alzheimer, il y a quelques études qui ont essayé d'évaluer la souffrance, donc par le biais de la qualité de vie. Alors, je vous cite cette étude. En fait,
47 patients atteints de maladie d'Alzheimer, on va évaluer sur 2 ans la qualité de vie, l'évolution de la qualité de vie. Donc on mesure à un moment donné avec une échelle de qualité de vie et 2 ans après. Si on se situe, voici les résultats. Si on se situe sur cette ligne, en fait, c'est que sur 2 ans, la qualité de vie n'a pas bougé. Elle reste stable. Si on se situe au-dessus, ça signifie qu'il y a eu une amélioration de la qualité de vie sur 2 ans. Si on se situe en dessous, ça veut dire qu'il y a eu une altération, une dégradation de la qualité de vie sur 2 ans. Donc voici les résultats. 51% des patients avaient une détérioration sur 2 ans, donc avaient une altération de la qualité de vie. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle est minime, cette altération de la qualité de vie. 5 points, c'est rien du tout. Et vous voyez que 49% des patients avaient une stabilité ou une amélioration. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair qu'il n'y a pas d'altération significative de la qualité de vie au cours du temps chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Alors pour quelles raisons? Alors, première hypothèse, c'est que peut-être qu'ils ont de grandes capacités d'adaptation et qu'ils continuent à avoir des expériences positives malgré la maladie. Deuxième hypothèse, c'est qu'ils ont une incapacité à percevoir l'altération de la qualité de vie. On va y revenir tout à l'heure. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant qu'on a vu qu'il y avait vraisemblablement une altération de la qualité de vie qui est donc, on va dire, le reflet de la souffrance dans ces maladies neurodégénératives, je vous disais tout à l'heure, ce qui me paraît, moi, être important, c'est d'essayer d'identifier les facteurs qui contribuent à générer cette souffrance dans les maladies neurodégénératives. Premier facteur, les symptômes moteurs. Ce sont des maladies qui se voient, en tout cas pour la maladie de Parkinson et pour la sclérose en plaques. Parce que ces maladies-là vont entraîner une modification de l'image de soi, une peur du regard des autres. Si je prends l'exemple de la maladie de Parkinson, la maladie de Parkinson, elle a une image très négative. Elle véhicule dans la population générale une image qui est très négative. Pourquoi? De par les symptômes moteurs. Il y a des tremblements, des raideurs, lenteurs, des troubles de la marche, une posture courbée, les fluctuations motrices. Fluctuations motrices, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est bien, quelques secondes après ou quelques minutes après, on peut être bloqué, tremblant, on n'est pas bien. Alors vous savez que l'association France Parkinson a permis de réaliser le livre blanc en 2010. Et donc j'ai regardé le livre blanc et j'ai extrait quelques réflexions de patients présentant une maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie de vieux. J'ai la rage que des individus disent « Tu as vu la tête de la dame ? Tu as vu comment elle se tient ?» Donc cette posture courbée que l'on remarque. « Tu as vu la tête de la dame ?» Ça, j'ai juste une petite anecdote à vous raconter. Effectivement, la tête de la dame, c'est parce que en fait, les personnes atteintes de maladie de Parkinson ont souvent un faciès figé. On l'est très figé. Et j'ai un patient, il n'y a pas très très longtemps, qui me disait qu'il s'était mis très en colère et il était très en colère et il avait souffert de ça. C'est-à-dire que depuis qu'il avait la maladie de Parkinson, son entourage, ses amis, lui disaient « mais tu es déprimé, tu es triste, tu devrais te faire soigner, etc. etc. » Jusqu'à tel point qu'il s'est mis en colère en leur disant « mais écoutez, non, arrêtez de me dire que je suis déprimé, que je suis triste, ce n'est pas vrai. À l'intérieur de moi, je ne suis pas déprimée, je ne suis pas triste. C'est simplement mon visage qui est figé, qui donne l'impression d'une tristesse. » Autre réflexion, je sors avec mon mari, on va danser, j'explique que mon mari est dans un fauteuil roulant, mais qu'à un moment donné, il va pouvoir se lever, danser, ensuite qu'il va se bloquer. Donc ça, c'est les fluctuations motrices. Les fluctuations motrices, ça génère beaucoup de souffrance chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson, parce que, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, en quelques secondes, l'état moteur va changer, et souvent, l'entourage, les employeurs, quand il y en a, mais même le conjoint, peut penser que parfois il le fait exprès. Et ça, c'est terrible. Et donc la sévérité de la maladie, elle est corrélée à la qualité de vie, même au début de la maladie, dans la maladie de Parkinson. Alors ça, c'était simplement pour vous montrer qu'il y a donc des études qui ont mesuré la qualité de vie chez des personnes atteintes de maladie de Parkinson, 124 patients parkinsoniens, et on voit qu'au cours de l'évolution de la maladie, eh bien, il va y avoir une majoration de l'altération de la qualité de vie, en particulier
sur les domaines moteurs. Donc vous voyez, ça c'est la mobilité et ça c'est les activités quotidiennes. Les activités quotidiennes, c'est un domaine qui reflète beaucoup la motricité parce que c'est par exemple faire les activités de la vie quotidienne, c'est aller travailler, c'est faire des loisirs, etc. Et donc on voit que la motricité, c'est quand même source de souffrance au cours de l'évolution. Encore un dernier exemple, ça, si on prend la PDQ-39, qui est une échelle de qualité de vie spécifique de la maladie de Parkinson, là c'est le regroupement de plusieurs études, eh bien on voit, alors là, quand les scores sont élevés, ça veut dire que la qualité de vie est très altérée. Donc on voit que les domaines où les scores sont le plus élevés, eh bien c'est la mobilité et les activités de la vie quotidienne. Donc clairement, dans la maladie de Parkinson, je pense qu'on peut dire que les troubles moteurs occasionnent une souffrance. Alors qu'en est-il dans la sclérose en plaques ? Dans la sclérose en plaques, il y a une faiblesse musculaire, il y a des troubles à la coordination, on l'a entendu tout à l'heure dans les témoignages, des troubles de l'équilibre. Et en fait, les patients atteints de sclérose en plaques, souvent, vont avoir honte vis-à-vis du regard des autres, de par la démarche ébrieuse, on l'a cité tout à l'heure. C'est quelque chose qui est source de souffrance importante. Et puis alors là, également, les patientes atteintes de sclérose en plaques sont des femmes jeunes, en général, et du fait de la faiblesse musculaire, du fait des troubles à la coordination des mouvements, il y a une souffrance qui peut s'exprimer parce qu'elles ont peur de tenir leur enfant dans les bras, et ça doit être terrible. Alors, est-ce que c'est fréquent d'avoir des troubles, de se plaindre de troubles moteurs dans la sclérose en plaques ? C'est une étude faite encore au Royaume-Uni. Décidément, le Royaume-Uni, il travaille beaucoup en fait, sur la qualité de vie et la souffrance des maladies neurodégénératives. Et vous voyez que plus de 90% des personnes atteintes de sclérose en plaques rapportent que les troubles moteurs constituent réellement une gêne. Et parmi ces 90%, vous en avez près de 74 à 79% qui trouvent que cette gêne altère la qualité de vie, mais de manière modérée ou même sévère. Donc c'est quelque chose qui est important. De même, si on regarde pareil, une autre échelle de qualité de vie, eh bien, vous voyez que près de 90% des patients atteints de sclérose en plaques vont se plaindre d'une altération de la qualité de vie, toujours dans les domaines mobilité, activité de la vie quotidienne, c'est-à-dire motricité. Et donc, clairement, il y a une altération de la qualité de vie qui prédomine sur les domaines qui concernent les troubles moteurs dans la sclérose en plaques. Alors, dans les maladies neurodégénératives, il n'y a pas que les symptômes moteurs. Et vous savez qu'il y a également les troubles cognitifs. Alors, les troubles cognitifs, je vais parler bien entendu en priorité de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qu'on a réussi à mettre en évidence dans la littérature, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre troubles cognitifs et qualité de vie. Alors, il y a une très jolie étude européenne qui a été effectuée chez 256 patients atteints de maladie d'Alzheimer. En fait, ils ont pris les patients atteints de maladie d'Alzheimer, ils en ont fait deux groupes. Un groupe qui avait une démence modérée et un groupe qui avait une démence légère. Et ils ont essayé de mettre en évidence s'il existait une corrélation entre le trouble cognitif et l'altération de la qualité de vie en utilisant une échelle de qualité de vie spécifique à la maladie d'Alzheimer pour le patient. Et ils ont montré qu'au stade modéré, vous voyez, il n'y a pas de corrélation entre les troubles cognitifs et l'altération de la qualité de vie. Par contre, au stade débutant, il existe une corrélation entre altération de la qualité de vie et troubles cognitifs. Ce qui veut dire que les troubles cognitifs, au stade débutant, le patient atteint de maladie d'Alzheimer pourrait ressentir une souffrance qui altère la qualité de vie, ce qui n'est plus le cas à un stade plus évolué de la maladie. Alors pourquoi ? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'insight, alors l'insight, c'est la capacité à percevoir son trouble, influence la qualité de vie chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. C'est la même étude, donc avec les patients atteints de démence modérée et les patients atteints de démence légère. Et là, ils ont fait deux groupes au sein de ces deux catégories de patients. Ils ont évalué l'insight, c'est-à-dire la perception du trouble. Et ils ont comparé les patients qui avaient un bon insight, c'est-à-dire qui se rendaient compte de la situation, et les patients qui avaient un insight qui était altéré. Et ce qu'ils montrent, c'est que quand on compare les deux au stade modéré, la qualité de vie est meilleure lorsqu'il existe une altération de l'insight, ce qui n'est pas le cas au stade débutant. En conclusion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au début de la maladie,
la qualité de vie, elle est altérée par les troubles cognitifs. Et donc, le patient peut percevoir de la souffrance. À un stade modéré, un peu plus évolué, l'altération de la qualité de vie, elle est moindre, du fait probablement d'une altération de l'insight. C'est-à-dire que le patient est moins conscient de leur difficulté cognitive. Et en fait, l'altération de l'insight pourrait être considérée comme un facteur protecteur dans la maladie d'Alzheimer. Alors, on peut se demander si, dans d'autres pathologies neurodégénératives, où il y a également des troubles cognitifs, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que l'insight peut être altéré et de ce fait, est-ce que le patient, au cours du temps, peut moins souffrir ? Si je prends l'exemple de la maladie de Parkinson, dans la maladie de Parkinson, il existe une plainte cognitive dans 5 domaines que je vous ai mis ici. Une plainte cognitive, c'est quoi ? C'est en fait, c'est pas un trouble cognitif significatif. C'est-à-dire une plainte cognitive, c'est quelque chose que ressent le patient, mais qu'on n'arrive pas à mettre en évidence avec les tests, parce que c'est très léger. Eh bien, cette plainte cognitive, elle est souvent précoce dans la maladie de Parkinson. Elle peut s'aggraver au cours du temps. Quand on prend des patients parkinsoniens qui sont suivis pendant 36 mois, on voit qu'au départ, les troubles cognitifs altèrent la qualité de vie, la plainte cognitive. Donc, c'est quelque chose de très, très léger. Eh bien, dès le début de la maladie, les patients atteints de maladie de Parkinson perçoivent ce trouble cognitif et ça gêne leur qualité de vie. Ça peut être à l'origine d'une souffrance. Et au cours du temps, ça contribue à diminuer la qualité de vie. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose que dans la maladie d'Alzheimer. Ça continue à générer de la souffrance. Et quand on regarde quel est le domaine qui semble être le plus source de souffrance dans la maladie de Parkinson, eh bien, on s'aperçoit que c'est le déclin dans les troubles attentionnels. Les troubles attentionnels, c'est la difficulté arriver à se concentrer. Et c'est pas franchement étonnant parce que effectivement, dès qu'on a des troubles attentionnels, ça peut tout à fait être générer de la souffrance parce que, eh bien, on peut oublier de prendre ses médicaments, on peut mal gérer ses rendez-vous. Ça peut entraîner justement une gêne dans les interactions sociales, ça peut perturber les loisirs, etc., etc. Dans la maladie de Parkinson également, vous savez que dans certains cas, il peut y avoir une aggravation des troubles cognitifs et là va apparaître ce qu'on appelle la démence de la maladie de Parkinson avec une aggravation des 5 domaines et un retentissement là sur les activités de la vie quotidienne. Alors dans la maladie de Parkinson, cette démence, elle va entraîner, et ça il y a plein d'études qui l'ont démontré, une altération de la qualité de vie. Le patient, alors la personne atteinte de maladie de Parkinson va avoir un regard critique sur son état. Ce n'est pas du tout la même chose que dans la maladie d'Alzheimer. En fait, la nosognosie, elle est beaucoup plus tardive par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et en plus, dans la maladie de Parkinson, il y a également un autre paramètre qui va générer une souffrance, ce sont les fluctuations cognitives. Il y a beaucoup de fluctuations cognitives dans la maladie de Parkinson, ce qui veut dire qu'il y a des moments où, en fait, dans la journée, la personne va être parfaitement bien, et d'autres où, en fait, sa conduite ne va plus être du tout adaptée. Et ça, c'est vraiment très difficile à vivre. La nosognosie, c'est le fait de ne pas se rendre compte de la situation. Alors, le troisième symptôme qui peut générer de la souffrance, on en a parlé, donc je vais aller beaucoup plus vite, ce sont les troubles psychiatriques. Alors la dépression, moi je vais pas parler de suicide, mais je vais parler de dépression et d'anxiété qui peuvent altérer la qualité de vie dans les maladies neurodégénératives, dans la sclérose en plaques. Toujours pareil, une étude au Royaume-Uni qui montre qu'en fait, vous voyez, il y a près de 61% des patients atteints de sclérose en plaques qui vont avoir une altération de la qualité de vie du fait de l'anxiété et de la dépression. Et ça, c'est d'autant plus important que la maladie est sévère. Ici, c'est une forme bénigne et ici, c'est une forme progressive, donc plus sévère. Dans la maladie de Parkinson, la dépression aussi va altérer la qualité de vie. Alors, dans la maladie de Parkinson aussi, c'est compliqué la dépression parce qu'il y a 2 types de dépression dans la maladie de Parkinson. Il y a une dépression qui est directement liée à la maladie, qui est liée en fait au déficit dopaminergique, donc directement liée à la maladie. Et puis ensuite, il y a une dépression qui va être réactionnelle à la maladie et à sa progression.
Et donc ça, c'est extrêmement compliqué et ça génère beaucoup de souffrance. Et puis également dans la maladie de Parkinson, il y a un autre phénomène qui est très particulier, c'est l'anxiété. L'anxiété, ça fait partie des fluctuations non motrices. Donc ça veut dire que ça peut faire partie directement de la maladie. L'anxiété, ça survient quand les médicaments de la maladie de Parkinson vont être moins efficaces. Ça génère une aggravation de l'état moteur, mais également ça peut générer des véritables crises d'angoisse, voire des attaques de panique, et donc ça c'est très très douloureux. Et dans la maladie d'Alzheimer, là aussi, on sait que la dépression, les troubles du comportement, l'agitation, l'irritabilité, les hallucinations vont provoquer de la souffrance. Et puis, je voulais simplement attirer l'attention que il y a des troubles psychocomportementaux bien spécifiques de la maladie de Parkinson. En particulier, elle a les symptômes hypodopaminergiques, donc on a parlé de la dépression et de l'anxiété, mais également il y a l'apathie. L'apathie, c'est que la personne devient beaucoup plus passive, a moins envie de faire des choses. Alors vous allez me dire peut-être que ce symptôme-là, ça fait moins souffrir le patient, ça fait plus souffrir l'aidant. Et puis également, vous en avez entendu certainement parler, il y a les symptômes hyperdopaminergiques, c'est-à-dire ces symptômes qui résultent probablement des effets indésirables des médicaments anti-parkinsoniens, c'est-à-dire les troubles du contrôle de l'impulsivité. C'est une incapacité à résister à une impulsion malgré des conséquences négatives. Vous voyez que c'est assez fréquent dans la maladie de Parkinson, de 8 à 43%. C'est le jeu pathologique, ce sont les achats compulsifs, l'hyperactivité, la boulimie, l'hypersexualité. Et ça, vous comprenez bien que ces symptômes-là, ils vont avoir un impact très néfaste sur la vie sociale, professionnelle, familiale, et que ça va générer une douleur morale importante. Enfin, le dernier symptôme dont je voulais parler, c'est la fatigue. La fatigue, on l'a entendu dans les témoignages tout à l'heure, la fatigue, ça altère la qualité de vie dans la sclérose en plaques et dans la maladie de Parkinson. Dans la sclérose en plaques, 96% des patients se plaignent de fatigue. 88% considèrent que la fatigue constitue un symptôme qui est important. En termes de qualité de vie, si on regarde, ça c'est le domaine vitalité qui reflète le plus la fatigue. Eh bien, vous voyez que les patients atteints de sclérose en plaques ont une altération de la qualité de vie dans ce domaine de fatigue, donc, par rapport à la population générale. Et la fatigue, c'est un handicap qui est non visible, c'est-à-dire qui va être source de frustration et de souffrance. Parce que ça ne se voit pas et c'est pas reconnu. Et c'est pas reconnu notamment par la famille, par les aidants, par les employeurs. C'est-à-dire que ne pas arriver à faire 200 mètres, être obligé de s'arrêter parce qu'on est fatigué, eh bien, c'est peut-être plus difficile à voir que quand on a un trouble moteur et qui oblige, une boiterie qui oblige à s'arrêter. Et donc ça, c'est vraiment difficile et très très mal vécu. C'est la même chose pour la maladie de Parkinson. Vous voyez que là aussi, quand on compare sclérose en plaques et maladie de Parkinson, il y a une altération de la qualité de vie dans ce domaine fatigue. Et ce qui est caractéristique également, c'est que les patients qui ont une maladie de Parkinson au stade débutant, eh bien, se plaignent avant tout de fatigue et disent que la fatigue, c'est vraiment un des symptômes qui altère le plus la qualité de vie. Et dans la maladie de Parkinson, la fatigue, elle va entraîner un repli de soi. C'est-à-dire les patients, ils sont fatigués. Et donc, ils ont moins envie de sortir, ils ont moins envie de faire des loisirs, ils ont moins envie de voir des amis, et donc ils se replient sur soi, et ça génère, et on rentre dans le cercle vicieux de la douleur morale. Enfin, dernier point, je vais vous parler de la prise en charge médicamenteuse. Alors, c'est complètement paradoxal ce que je vous dis, parce que je vais vous dire, en fait, que dans les maladies neurodégénératives, la prise en charge médicamenteuse peut générer de la souffrance. Pourquoi ? Vous savez que les traitements dans les maladies neurodégénératives, eh bien, l'objectif, c'est de diminuer les symptômes, mais également, l'objectif, le grand challenge, ça serait de ralentir la progression de ces maladies, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Si je prends l'exemple de la maladie de Parkinson, il y a des traitements efficaces dans la maladie de Parkinson, clairement. Les traitements de la maladie de Parkinson diminuent les symptômes moteurs, mais ne permettent pas de ralentir l'évolution à l'heure actuelle, mais permettent de bien diminuer les symptômes moteurs. Mais la problématique, c'est que les médicaments anti-parkinsoniens, ils ont une durée d'action qui est limitée. Ce qui veut dire que les personnes atteintes de maladie de Parkinson, elles vont être améliorées un certain temps, et puis elles vont sentir revenir les symptômes, et elles vont être obligées d'attendre
l'effet de la prise suivante. Eh bien, la vie peut être complètement rythmée par les médicaments. Si j'ai du retard pour prendre mes médicaments, mes symptômes réapparaissent. J'organise mes activités en fonction des prises médicamenteuses. On ne pense qu'aux médicaments. Je me sens comme un toxicomane. Donc, vous voyez que, en fait, les personnes atteintes de maladie de Parkinson peuvent ressentir une souffrance parce qu'elles ne pensent qu'aux médicaments tout au long de la journée. Et puis, on peut être amené également à prescrire d'autres types de médicaments, d'autres types de traitements dans la maladie de Parkinson. Et vous savez qu'il y a des traitements plus invasifs, il y a la stimulation cérébrale profonde, et puis il y a également les pompes, soit les pompes apomorphines, les perfusions sous-cutanées, ou les pompes duodopa avec un petit trou dans l'estomac. Et donc là, ces traitements-là vont générer également de la souffrance, avec une crainte du risque chirurgical, et puis également les contraintes de porter une pompe tout au long de la journée. Dans la sclérose en plaques, il y a des médicaments qui sont efficaces également, qui sont même très efficaces, notamment par voie injectable. On en arrive presque, on pourrait même arriver à oublier la maladie. Seulement le problème, c'est alors qu'on n'a pas de symptômes, on doit continuer à venir à l'hôpital pour faire la perfusion, une fois par mois. Cela rappelle que l'on est toujours malade. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est douloureux pour les patients. Et puis on a la crainte des poussées, la crainte des effets indésirables. Vous savez qu'il y a certains médicaments qui entraînent des effets indésirables graves dans la sclérose en plaques. Et puis il y a le problème de la grossesse. Tous les médicaments sont tératogènes. Et donc les femmes sont en âge de procréer, qui ont la sclérose en plaques. Et donc la question peut se poser, est-ce que je continue à prendre mon médicament en sachant que je vais exposer mon fœtus à des malformations, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête de prendre le médicament, mais dans ce cas-là, je risque de revoir réapparaître les poussées. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Et puis dans la maladie d'Alzheimer, malheureusement, là aussi, il y a une souffrance du fait des médicaments qui ont très peu d'efficacité. On parle même de déremboursement. Donc là aussi, ça peut être douloureux. Donc en conclusion, la souffrance dans les maladies neurodégénératives, elle peut être la conséquence de symptômes. On vient de le voir. Les troubles moteurs, les troubles cognitifs, les troubles psychocomportementaux, la fatigue, mais il y en a plein d'autres. Il y a la douleur physique, mais je pense que Didier Boissière va vous en parler. Puis il y a les troubles vésico-sphinctériens, les troubles sexuels, qui peuvent être à l'origine de souffrances, en particulier dans la sclérose en plaques, parce que les gens sont jeunes. Et puis également, je vous ai dit, il y a la prise en charge thérapeutique, qui peut être également à l'origine source de souffrance, on vient d'en parler. Et puis également, la peur de la progression, ce sont toutes des maladies qui peuvent progresser, et donc ça fait très peur. Et donc, clairement, je pense qu'il faut identifier ces facteurs-là qui génèrent de la souffrance, et puis ensuite, il faut essayer de soulager les patients. Et ça va être la discussion de cet après-midi, avec probablement une prise en charge multidisciplinaire. Voilà, merci.